Aujourd'hui, on reçoit Jérôme, avocat en droit civil et premier conseiller du barreau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Membre de la communauté LGBTQ+, Jérôme s'implique activement pour rendre le milieu juridique plus inclusif, notamment par son engagement au comité LGBT du barreau du Québec. Il nous parlera de son parcours personnel en tant qu'homme de la communauté, ainsi que des enjeux juridiques touchant la communauté LGBTQ+, notamment les droits des personnes intersexes, la parentalité, la coparentalité et plus encore. Hey, allô Jérôme, ça va bien? Bonjour, oui, très bien, toi aussi? Oui, merci. C'est vraiment gentil de prendre le temps avec nous aujourd'hui de venir nous parler un petit peu de ton parcours. J'ai envie qu'on commence directement avec toi. Tu es avocat en droit civil. Qu'est-ce qui t'a amené vers le droit à travailler au barreau, finalement, puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean? En fait, tout d'abord, contrairement à ce qu'on peut peut-être penser de l'image de l'avocat un peu brut, un peu véreux, je pense que ce qui mène la presque totalité des jeunes juristes, en tout cas ceux que je connais, vers une profession juridique, c'est avant tout une volonté sincère d'aider. Ouais. En fait, ça a été le cas pour moi. Quand j'étais jeune, j'étais un peu idéaliste, très impliqué, j'aimais ça apprendre sur un petit peu tout. Je dirais que avocat, c'était probablement le job qui était idéal pour moi dans la mesure où chaque dossier est différent, apporte son lot de défis. Puis à chaque fois, chaque client te fait apprendre sur son sujet à lui, parfois très niché. Donc, pour quelqu'un qui aime apprendre, c'est vraiment le job parfait. Puis, mon implication au barreau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a été principalement motivé par ses missions, parce qu'on se rappelle, le barreau, c'est un ordre professionnel. Alors, une de ses missions, c'est évidemment la protection du public. Et pour ça, il y a la défense de l'état de droit, puis l'amélioration de l'accessibilité à la justice, qui sont deux enjeux pour moi qui ont toujours fait partie de mes priorités. Puis j'ai déjà eu des professeurs à l'Université de Montréal qui me disaient que ça servait à rien de rester dans notre tour d'ivoire, dans le sens que on a des connaissances, on comprend puis on connaît l'état de droit puis sa défense, que c'est un peu notre responsabilité finalement de promouvoir ça et de rendre les informations le plus accessibles possible. Puis à l'époque, ça m'avait convaincu, donc j'essaie de faire ma pratique cohérente avec l'étudiant idéaliste que j'étais. Et puis ça fait combien de temps que tu es avocat en droit civil? Ça fait depuis 2019 maintenant. Okay. Donc, depuis 2019 que je suis revenu ici puis que je pratique en droit civil dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça veut dire qu'avant, tu es parti faire tes études ailleurs, j'imagine? Exactement. J'ai étudié à Montréal tout le long de mes études. Et j'ai décidé de revenir par la suite ici et pratiquer dans notre belle région. Fait que tu dis que ça va de soi, là, de par ta personnalité et ton parcours d'être avocat aujourd'hui, mais est-ce que tu dirais que ça a toujours été une vocation? En fait, est-ce que tu aurais pensé devenir avocat quand tu étais adolescent? Définitivement pas. Non? C'était pas du tout. Peut-être en raison j'avais peut-être cette même croyance-là, de l'avocat un peu brut à l'époque, que je savais pas vraiment qu'est-ce que ça faisait. C'est beaucoup les gens alentour de moi, les amis à l'adolescence qui me répétaient qu'ils me voyaient avocat. Visiblement, il y avait l'œil. Okay. Et je dirais que même ma décision de faire le barreau et de revenir en région, même plus tard, à la fin de mon bac, c'était pas clair non plus. Il a fallu que mon père ait des ennuis de santé, que je me sente loin à Montréal pour que je me dise, OK, il faut que je revienne au Saguenay. Puis là, je viens de faire un bac en droit, donc je vais revenir avocat. Puis le destin, au final, a très bien fait les choses, évidemment, mais c'était pas nécessairement ça que je voyais dans ma carrière. C'est sûr que là, on a souvent l'idée, souvent, je sais pas, je vais parler pour moi ou pour les gens que j'entends autour de moi, mais que, tu sais, la réputation du milieu juridique, qui des fois peut être un peu, là, tu sais, tu me parlais de l'avocat véreux ou, tu sais, qui peuvent être des milieux un peu plus peut-être traditionnels ou je sais pas, comment tu as vécu ça, toi, en étant une personne qui s'identifie à la communauté LGBTQ+? C'est sûr que initialement, on a cette idée-là, de la réputation d'un milieu qui serait traditionnaliste, voire même d'un boys club, là, pour certains, certains. C'est sûr que c'est des mythes, là, dans le sens que c'est pas vraiment comme ça que j'ai vu mon entrée en droit. Au contraire. En fait, je pense aussi que pour continuer à exister et à demeurer pertinent, je pense qu'on n'a pas le choix. La justice et les acteurs, ils ont l'obligation d'évoluer avec la société. Les tribunaux canadiens, quand on s'intéresse à l'histoire et à la politique, souvent ont été en avance sur leur temps. Il y a des décisions qui sont historiques de la Cour suprême qui portent sur l'avortement, qui portent sur des enjeux de discrimination, l'aide médicale à mourir, les travailleurs du sexe, toutes sortes de sujets dont qui, plus souvent, par le biais ou avec l'aide du débat judiciaire, ont permis à notre société d'évoluer. Donc, je dirais, au contraire, souvent, le milieu juridique ou l'endroit dans lequel on est, les cours et les avocats en général, souvent, on va avoir des enjeux qui vont être
parfois à l'avance de la société, mais ça va permettre d'avoir un débat puis de faire avancer les choses. Parce que dans mon expérience à moi, jamais je me suis senti à l'écart, jamais je me suis senti traité différent, que ce soit par les confrères, consoeurs ou les juges. Je côtoie quotidiennement des personnes qui sont extrêmement ouvertes. Et concernant l'espèce de pensée du Boys Club, faut savoir qu'on est rendu avec une profession où la majorité, c'est des majorités avocates. Donc, plus de 50% des avocats sont des avocates. Okay, est-ce que cet élément-là, oui, c'est surprenant, on n'a pas cette image-là, mais est-ce que ça aussi peut avoir contribué à avoir changé un peu la philosophie du droit comme on la connaît aujourd'hui? Probablement. Parce qu'évidemment, la profession a changé, puis on est de plus en plus, surtout en droit civil que je pratique, là, on est de plus en plus un droit qui se veut collaboratif, qui se veut ouvert, qui se veut, fair finalement, beaucoup plus que dans la confrontation qu'on a pu connaître il y a déjà pas si longtemps que ça. Je considère que c'est un milieu qui est ouvert. Je considère aussi que c'est un milieu qui évolue puis qui n'a pas le choix d'évoluer. Parce que sinon, il faut que le droit et la justice demeurent pertinentes. Sinon, c'est comme ça que les gens finissent par ne plus avoir confiance envers le système. Puis toi, en étant justement une personne qui fait partie de la communauté, est-ce que tu dirais que ça a influencé ta manière d'exercer le droit ou ta profession? Je pense que ça change, ou du moins ça contribue un peu à changer la personne entière. Parce que quand tu fais partie ou que tu reconnais faire partie d'une minorité, automatiquement, en tout cas, dans mon cas, ça te porte à comprendre, à voir puis à constater certains privilèges alentour de toi que tu n'as pas nécessairement. Ça te permet de voir des injustices. Oui. Et là, quand tu en vois toi-même ou tu penses pouvoir en connaître toi-même, ça te rend nécessairement, ou en tout cas, ça te porte à être plus sensible à celle que les autres peuvent vivre. Tu sais, alors, cette idée-là, un peu idéaliste, un petit peu que je veux aider les gens, etc., que j'ai depuis longtemps, ce qui me fait aller en droit finalement, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de moi-même, puis je pense que ça a contribué à la personne que je suis aujourd'hui. Définitivement, je pense que ça permet d'être aussi plus conciliant, d'être plus ouvert et que les gens qui viennent te consulter ne se sentent pas jugés, voire se sentent comme si que tu les comprends finalement. Et ça, je pense que c'est un avantage énorme. Ben oui. J'ai eu un appel cette semaine au bureau d'une personne qui cherchait à avoir certains conseils en matière de procuration assistée par mère porteuse. Oh, OK. Et tu sais, l'ayant vécu, ça me faisait plaisir d'y répondre, puis je me faisait plaisir de lui dire aussi que j'étais passé par là. Puis je pense que personnellement était rassuré par ça, se disant non seulement il m'aide, mais il me comprend. Ça le touche personnellement, là. C'est ça, c'est sûr et certain que toutes ces expériences-là viennent aider puis viennent teinter la manière dont tu vas te comporter en tant que professionnel, c'est certain. Absolument. Moi, j'ai envie, parce que là, tu me parles du Boys Club et tout, puis je sais qu'on en avait parlé un peu auparavant qu'on s'est rencontrés, mais du Boys Club aussi, parce que même à l'adolescence ou même plus jeune, t'avais quand même, je pense que tu jouais au hockey, que tu étais quand même dans des milieux comme plus typiquement masculins, Boys Club. Est-ce que tu peux me parler un peu de comme ton parcours un peu plus personnel face à la communauté LGBT? Comment ça s'est présenté pour toi, ça, dans ton parcours? Comment ça s'est présenté dans ta vie? As-tu fait ton coming out à l'adolescence ou comment ça s'est passé? C'est sûr que je mentirais pas si je disais que ça n'a pas ralenti un peu le coming out, l'acceptation de soi, parce que je me souviendrai toujours plus jeune, puis même encore aujourd'hui, en passant, je suis encore un fan de hockey et un fan de baseball et de plein d'autres sports. Je suis quelqu'un qui suit ça religieusement. Puis je peux avoir des intérêts qui sont puis là, sans être trop genré, qu'on associe un peu plus à des gars, Et plus jeune, quand je m'intéressais à ce genre de choses-là, mais je me savais un peu différent de mes amis. J'étais pas parfaitement hétérosexuel comme tout le monde. Je le savais, mais il y avait une incompréhension parce que les modèles qu'il y avait à cette... Là, je parle pas de 50 ans, là, je parle de fin 90, début 2000. Les modèles qu'on nous présentait à l'époque, qui étaient par exemple soit homosexuels ou même bisexuels, qui étaient encore plus rares à l'époque, mais c'était principalement des gens qui étaient un peu plus efféminés, puis c'est pas mauvais, c'est juste qu'il n'y avait pas de grande diversité de modèles. Je trouve qu'il me manquait. Puis, ils te représentaient pas nécessairement. T'sais. Non, ils ne représentaient pas à un point où, à un moment donné, tu te poses des questions de savoir, c'est pas normal, finalement, ce que je vis. C'est pas normal, c'est pas, il y a personne d'autre qui est comme ça. Puis, et j'ai déjà fait des entrevues, justement, pour parler soit de joueurs de football ou de joueurs de hockey sous contrat qui avaient fait leur coming out
de parler de l'importance de ça parce que je voyais trop souvent dans les médias sociaux, surtout dans les commentaires, des gens qui se disaient, essentiellement, on s'en fout de l'orientation de cette personne-là. Souvent, oui. c'est pas une nouvelle, ça, puis on fait pas de nouvelles quand une personne est hétéro, puis à la limite, des gens qui pensaient quasiment que c'était une discrimination d'en faire une nouvelle. Mais moi, je disais, non, ça n'est pas, c'est pas une discrimination de faire une nouvelle, ça prend ce genre de modèle-là pour que un jeune qui peut-être dans cette même situation-là se dise c'est parfaitement normal ce que je suis en train de dire, regarde, je suis pas toute seule, tu sais. Je pense que c'est sain d'avoir ce genre de modèle-là, puis oui, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une parfaite harmonie complète, on aura besoin de ce genre de modèle-là. Parce que je me souviens, très jeune, adolescent, de faire une recherche sur Internet pour savoir s'il y avait déjà eu un joueur de la Ligue nationale ou qui jouait au hockey à quelque part dans le monde, tu sais, qui était il faisait partie de la diversité, puis essentiellement le picher sans résultat, là, tu sais. Là, je me disais, ça veut dire que je suis vraiment toute seule à vivre ça, tu sais. Alors oui, ces modèles-là sont importants, puis quand on fait partie ou quand on est inclus quelque chose qui est plus typiquement masculin, c'est fun d'avoir des modèles aussi parce que c'est insécurisant, évidemment, quand tu es un jeune puis que tu penses que t'es pas normal finalement, tu sais. Oui, je comprends. Puis, est-ce que tu dis que ça l'a retardé ton coming out à cause de toutes ces réalités-là? Mais finalement, est-ce que tu as été en mesure de le faire à cette époque-là ou ça s'est fait un peu à l'âge adulte, finalement? Ça s'est fait beaucoup plus tard, à l'âge adulte. Une histoire assez plate, quand même. Je dirais dans le sens que j'avais eu une relation avec des femmes à l'époque, puis essentiellement, mon coming out a été de dire aux gens alentour de moi de ne pas se surprendre que la prochaine personne importante de ma vie est un homme. OK. Fait que ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça, de manière assez douce. On se fait toutes sortes de scénarios avant de faire ça, puis on pense que les gens vont avoir l'impression qu'on les a menti toutes ces années-là, alors que c'est vraiment pas ça. Ça fait partie d'un cheminement. Les gens comprennent généralement. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille, des amis qui étaient vraiment ouverts à ça, puis que ça les a vraiment pas... il n'y a pas eu de cas avec ça. Et je pense que probablement 2 ou 3 semaines plus tard, j'ai rencontré mon conjoint avec qui je suis encore 7 ans plus tard, puis avec qui on vient d'avoir un enfant. Alors, ça pour dire que l'histoire de communion en tant que telle, merci beaucoup. Il n'y a pas eu de grand malaise, là. Ça s'est bien passé quand même. Mais ça a été bien reçu par ton entourage. Puis là, justement, tu viens nous dire que tu es nouvellement papa. Ça fait depuis combien de temps? Aujourd'hui, ça fait Clémence a 2 mois. Alors, ça fait 2 mois qu'elle est dans notre vie. C'est tout nouveau. On a fait affaire avec une mère porteuse, une amie très proche à moi à qui je ne pourrai jamais assez dire merci, une femme extraordinaire qui nous a accompagnés là-dedans puis qui nous a approchés. C'est même pas nous qui l'avons approché, qui nous a approchés avec cette idée-là de nous offrir ce cadeau-là qui est absolument inestimable, sincèrement. Et on a eu une histoire absolument folle, remplie de bonheur et tellement simple et tellement beau en même temps. Puis je pense que ce que j'ai encore aussi apprécié ou constaté, c'est partout où ce qu'on allait, dans le milieu médical, on a été accompagnés de manière extraordinaire. On a été, tu sais, c'est aussi anodin que l'infirmière qui s'occupait de nous, pas longtemps après la naissance de Clémence, qui nous apporte le carnet de vaccination et qui a pris la peine de mettre du correcteur sur prénom de la mère pour mettre père une deuxième fois et mettre nos noms. C'est ce genre de détails-là que je me suis dit, c'est le fun d'être rendu là, tu sais, en tant que société. C'est le fun d'être rendu à une étape où les gens portent attention à ça, puis on s'est pas senti jugé, au contraire, les gens étaient très, très émus puis contents de notre histoire. Alors, on a vécu une histoire de rêve, puis ça continue parce qu'on a une petite fille exemplaire. C'est beau à voir, puis on a vraiment tendance à voir beaucoup le négatif des fois ou à parler des choses qui vont moins bien dans notre société, mais c'est aussi bien de souligner les bons coups, puis ça, je trouve ça vraiment le fun de le souligner. Puis on a eu aussi, là, dans un autre épisode, une femme porteuse qui vient nous parler aussi de son cheminement pour un couple d'hommes. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme beau parce que les deux, vous avez vécu là, des belles expériences par rapport à ça. Fait que je pense que c'est vraiment bien de le souligner. Absolument. Puis je pense aussi que c'est important d'en parler puis de pas penser que aujourd'hui, tous ces enjeux-là sont des acquis ou sont entre guillemets, rendu normalisé parce que ce genre de droit-là, d'accès, ce genre de phénomène-là, c'est encore nouveau au point de vue sociétal, au point de vue de l'histoire. Puis on voit très bien, en se comparant par exemple aux États-Unis, que ce genre de droit-là peut être perdu. Oui, facilement. vraiment.
Vraiment. Alors, je pense que de partager des histoires positives, puis de voir que ça, non seulement ça existe, mais que ça fonctionne bien, puis qu'on humanise le débat, puis au final, on sécurise un peu ces acquis-là juridiques qu'on a pu avoir. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, pour les couples, justement, de la diversité, souvent qui pensent peut-être faire appel à une personne porteuse, il y a souvent la réticence, tu sais, au niveau légal aussi, là, par rapport à toutes les... Ben, tu sais, moi, je sais pas comment ça fonctionne au niveau légal, mais il y a vraiment cette crainte-là que, bon, la personne change d'avis, veut garder l'enfant ou quoi que ce soit. Tu sais, au niveau légal, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus pour les gens qui auraient ce genre de questionnement-là? Absolument, parce que en fait, le sujet est éminemment sensible dans la mesure où il y a deux concepts très importants qui se confrontent. On a les droits de la personne qui porte l'enfant, qui se doit d'avoir un mot à dire au final, c'est de conserver l'enfant, puisque bon, c'est cette personne-là qui s'est sacrifiée pendant les 9 derniers mois, puis ça n'aurait, selon moi, pas de sens de lui enlever ce droit-là si un lien quelconque veut être conservé. Alors, il y a cet enjeu-là d'un côté, puis de l'autre côté, ben, t'as les parents d'intention qui ont monté un projet parental ensemble. Et vraiment, qui veulent s'occuper, en fait, ils veulent tous les deux avoir un lien de filiation, c'est-à-dire qu'ils veulent être reconnus légalement comme parents de cet enfant-là. Alors, c'est vraiment deux éléments qui sont très importants, c'est-à-dire, bon, si tu es dans un couple homosexuel, par exemple, ben, tu peux jamais avoir de garantie que si tu t'embarques dans ce genre de processus-là, que les deux vont finir par avoir une filiation. Donc, il y a tous ces enjeux-là qui se confrontent, dans le sens que, bon, est-ce qu'on priorise le couple avec le projet parental ou on favorise la personne qui a participé à ça, puis qui a mis sa santé en jeu, puis son corps en jeu pour tout ça? Ben, c'est là un peu qu'il y a les questions de la multiparentalité ou la triparentalité qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'ailleurs une décision super récente en avril cette année de la Cour supérieure sur ce sujet-là. J'ai hâte de voir, c'est sûr cette décision-là est allée en appel puisque essentiellement il y avait eu, je crois en 2022 déjà une décision sur la triparentalité qui avait été rejetée par la Cour supérieure et la Cour d'appel. C'est revenu dans les cartons en avril cette année, puis le juge de la Cour supérieure cette fois-ci a mentionné qu'il y avait une discrimination et que ces dispositions-là qui ne permettaient pas à une troisième personne d'être inscrite comme parent, donc d'avoir un lien de filiation avec l'enfant, avaient un caractère discriminatoire. Donc là, ce débat-là va se faire devant les tribunaux, ça va continuer, ce sujet-là, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments juridiques qui rentrent en ligne de compte. Oui. Parce que oui, on peut y voir une discrimination. Bon, et là, certaines personnes se demandent, bon, mais qu'est-ce que ça change qu'il y ait 3 personnes? Ces 3 personnes qui sont là, c'est pas grave. Tu sais, l'amour ne se divise pas, elle se multiplie. Oui, mais ça occasionne d'autres problématiques au niveau de, bon, comment on exerce l'autorité parentale à 3. À 2, déjà, il y a des gens qui ont de la difficulté. Ça redéfinit les rôles. Complètement, et les concepts juridiques et comment, bon, la garde, comment ça fonctionne à partir de ce moment-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Je trouve ça extrêmement intéressant que ce soit un sujet en ce moment qui fasse l'objet de contestation judiciaire. Comme je disais tantôt, des fois, ces enjeux-là qui sont devant les tribunaux, ben, amène ou oblige ou force la main un peu à ce qu'on ait ce débat-là, finalement, savoir, bon, ben, qu'est-ce qu'on veut comme société, finalement? Est-ce qu'on permet ça? Il y en a d'autres. Il y a des provinces canadiennes, je ne me trompe pas, Colombie-Britannique, Alberta, je crois, Ontario aussi, qui ont balisé. C'est pas une pluriparentalité générale, mais que dans certaines circonstances, ça peut être possible. Alors, regardons ces exemples-là. Si ça fonctionne, pourquoi pas? Pourquoi pas, dans certains cas, éviter, par exemple, je pense que dans un cas de mère porteuse, ça pourrait être intéressant parce que là, de cette manière-là, on réussit à arriver à l'objectif que les 2 personnes du projet parental sont assurées d'avoir une filiation, mais qu'on conserve aussi le droit de la personne qui porte l'enfant d'en ajouter un. Tu sais. Donc là, on préservera un peu le droit de tout le monde. Mais ça entraîne d'autres débats, mais c'est un débat qui va être particulièrement intéressant à suivre dans les prochains mois. Vraiment. Puis là, dis-moi, on parle vraiment d'une troisième personne, mais là, si on pense à plus de personnes, là, on n'est pas là encore au niveau du débat. Non, on n'est pas là encore. Je sais qu'il y a en ce moment, dans certains États, bon, dans certaines provinces, on le balise. Donc là, est-ce qu'on permet ça pour des gens qui seraient à l'intérieur d'un trouble, une relation plus grande que juste 2 personnes? Est-ce que, bon,
de tous ces débats-là qui vont s'ajouter. Là, je parlais précisément des mères porteuses, mais Oui. le débat est large dans le sens que Oui, là, le débat est justement, large, oui. 3, est-ce que 4, qu'est-ce qu'on permet dans quelles circonstances? C'est très, très large. Mais pour l'instant, c'est des questions de triparentalité qui sont discutées. Bien, c'est vraiment intéressant et c'est un débat qu'on va suivre avec attention, ça c'est sûr. Puis justement, depuis que tu pratiques, en fait, est-ce que tu as remarqué des changements dans la culture ou l'ouverture du monde, du droit envers la diversité sexuelle et de genre? Absolument. J'aime mieux qu'à penser que, bon, il y a des décisions très importantes depuis que j'ai commencé à exercer qui sont venues donc en 2021, là, une décision du juge Gregory Moore dans la décision Centre for Gender Advocacy qui parlait des personnes intersexes et des personnes trans qui est venu changer plusieurs dispositions du Code civil. Donc oui, je constate qu'il y a une évolution non seulement dans le droit, mais aussi dans l'aspect plus, disons, administratif, dans le sens que, bon, je suis impliqué au barreau, je suis impliqué dans le comité de consultation sur la diversité, puis je le constate, là, que notre ordre professionnel cherche constamment à s'améliorer, à se mettre au diapason avec les différentes tendances, puis développer des formations, des outils pour que les avocats soient sensibilisés puis qu'ils aient accès à des choses pour les aider dans leur pratique. Donc, je vois ça, mais je suis aussi conscient qu'on ne vit pas dans un microcosme, dans le sens qu'il y a de l'influence extérieure. Je constate, surtout dans les médias sociaux, etc., qu'il y a des débats qui sont souvent américains, qui, bon, par rapport à la diversité, par rapport aux personnes trans, qui s'implantent tranquillement avec certains commentaires qu'on voit qui nous ramènent parfois un peu à quelques années. Donc, oui, il y a des avancées, mais il faut pas penser que c'est de l'acquis, on ne vit pas dans le microcosme, là, vraiment pas. Alors, il y a toujours des enjeux, il y a toujours des éléments. Puis on n'est pas si loin ça de recul quand on y pense. Pas du tout, c'est à quelques côté. Élections près, quelques décisions près, d'avoir un recul considérable et de perdre une bonne partie de ce qu'on a acquis. Oui, vraiment. Puis je pense qu'il y a des défis encore présents, là, puis ça, on en avait déjà parlé aussi, mais par rapport aux personnes trans et aussi par rapport aux personnes intersexes. Selon toi, est-ce qu'il y a des priorités pour améliorer leur protection, finalement, à ces personnes-là? Ben, deux choses. Premièrement, il existe dans la législation, dans nos chartes, des protections qui sont extrêmement intéressantes contre la discrimination, qui incluent les personnes trans, les personnes intersexes. C'est souvent dans l'application que le problème se trouve. C'est-à-dire, bon, comment je suis en mesure de faire la démonstration, par exemple, que je n'ai pas réussi à obtenir un emploi ou accéder à un logement en raison de mon identité trans. Bon, le penser, c'est une chose, en faire la preuve, c'est une autre. Chose. Ben oui, donc, les protections existent législativement, donc dans la loi. Dans l'application, parfois, c'est difficile. Alors, je pense qu'il y a un enjeu énorme, justement, je reviens un petit peu à ce que je disais tantôt, mais qu'il y a des modèles qui en parlent, qu'on réitère l'importance de l'ensemble de ces avancées-là. C'est extrêmement important d'en parler, que les gens voient que ça a un impact sur les gens réels, puis que plus les gens sont sensibilisés à ces enjeux-là, et plus la société va avoir avancé, puis moins l'enjeu d'application va se retrouver, parce que, bon, les protections existent, mais même chose pour les thérapies de conversion. Il y a une loi dans les dernières années, 2022, je pense, contre les thérapies de conversion. Les dernières données que j'ai vues sur du gouvernement me montraient qu'il n'y avait aucune sanction, aucun dossier ouvert par rapport à ça. On sait que ça existe, mais encore une fois, on est dans l'application. Donc, les solutions existent. L'application, parfois, c'est plus difficile peut être plus difficile. Oui, vraiment. Puis, si on parlait un petit peu là de la réalité, mettons, des personnes intersexes, les opérations et tout ça par rapport à ça, est-ce que la loi encadre ça, ces opérations-là qui sont faites, là, finalement, qui sont faites ou pas, là, je ne sais pas, sur les personnes là, intersexes à la naissance, par exemple? Ben, en fait, il y a peut-être un enjeu à ce niveau-là qui n'a pas été réglé suivant la décision de 2021, là, Center for Gender Advocacy. Il y a le juge Gregory Moore qui fait une démonstration et preuve scientifique à l'appui, parce que c'est la preuve qui a été présentée devant lui, qu'il y a des enjeux pour les personnes intersexes, particulièrement au niveau de leur déclaration de naissance. Donc, et je l'ai vécu, moi-même ayant inscrit mon enfant avec une déclaration de naissance, il y a un constat de naissance qui est fait par le personnel médical, puis par la suite, les parents ont 30 jours pour faire une déclaration auprès du directeur de l'État civil. Dans ces 30 jours-là, la mention du sexe est un élément obligatoire. On sait, là, le pourcentage de personnes, il y a un pourcentage plus grand que les gens pensent, là, d'enfants qui naissent intersexes.
Et ce 30 jours-là ne permet pas à plusieurs parents de donner le sexe prédominant. Donc, est-ce qu'on est vraiment devant quelqu'un qui est sexe féminin, sexe masculin? Donc, ce 30 jours-là pousse parfois les parents à essayer de deviner du meilleur qu'ils peuvent le sexe imposer à quelque sorte, effectivement. Et plus tard, ces personnes-là qui sont identifiées, par exemple, masculins, qui sont identifiés comme ça toute leur vie, mais qui plus tard développent un côté féminin plus grand, qui souhaitent vivre en tant que femme, ben on a essentiellement créé artificiellement une personne trans. Parce qu'elle est née intersexe, elle est née sans que ce soit déterminé d'un bord ou de l'autre. Mais en imposant un sexe à la naissance, essentiellement, on a créé artificiellement quelqu'un qui va avoir un parcours trans, qui va avoir toutes les difficultés qui viennent avec. Oui, qui va vivre l'estigmatisation et tout, là. Ben oui. Absolument, de tout le processus qui vient avec ça, puis la dysphorie de genre possible aussi. Donc, tout ça va avoir été créé par le simple fait qu'on a décidé qu'il fallait prendre 30 jours pour décider et pour déclarer le sexe. Alors, je pense que les choses progressent bien, mais qu'il reste encore certains enjeux, ça c'est certain, c'en est un. Et je pense en admettant que dans cette réalité-là existe, et en simplifiant le processus, par exemple, qu'on ne soit pas obligé ou qu'il y ait une mention autre ou à déterminer plus tard, ben ça change pas grand-chose sur le directeur d'état civil, mais ça peut changer la vie de bien des gens. Exactement. Et à ton avis, est-ce que c'est le genre de choses sur lesquelles on se penche actuellement? Je le souhaite. Je pense qu'il y a plusieurs organismes qui voient là un enjeu. Je pense aussi que pour avoir des directives du ministère qui ont pris cette décision-là au sérieux, qui ont fait déjà plusieurs éléments, avec un peu de chance, ce sera un débat qu'on aura très bientôt. Bien, merci. C'est super intéressant. Moi, j'aimerais savoir, là, en terminant, ce serait quoi tes souhaits pour le futur? Puis ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux gens aussi? Parce que tu as vraiment un beau parcours, en fait. Premièrement, un souhait que j'ai, peut-être que notre société québécoise canadienne ne se laisse pas influencer par les débats à l'externe, par des faux débats à l'externe, parce qu'il n'y a pas d'enjeu au Canada par rapport à la reconnaissance des personnes trans. Il n'y a pas d'enjeu au Canada par rapport à l'implication d'une personne trans dans le sport. C'est inventé de cette pièce. Alors, je nous souhaite de la bienveillance au niveau juridique, mais aussi au niveau politique à cet élément-là. Je pense que toute personne qui fait partie de la diversité ne devrait jamais s'en cacher, ne devrait jamais ne pas aborder quelqu'un ou ne pas aborder l'enjeu en face quand on voit soit une injustice ou quand on voit que quelqu'un n'a pas nécessairement cette ouverture d'esprit-là. Et j'ai découvert très rapidement qu'en ayant confiance en ce qu'on est, puis en n'étant pas gêné de ce qu'on est, de ce qu'on représente, que souvent, c'est comme ça qu'on finit par changer l'opinion de certaines personnes. On se dit souvent, mon conjoint et moi, qu'il y a très certainement des gens au Canada, au Québec ou ailleurs qui trouveraient que notre famille n'a pas de raison d'exister parce qu'on est un couple homosexuel qui a fait une mère porteuse. Bon, pour toutes ces raisons-là, il existe ces personnes-là. La meilleure façon de répondre à ces gens-là et de les sensibiliser, c'est que je sorte à l'épicerie avec l'enfant, que les gens voient ça, nous voient notre cheminement, puis que ce soit finalement quelque chose de beau et d'affirmé finalement. Alors, je pense que ce que je pourrais souhaiter et surtout beaucoup de bienveillance. Ben, je trouve ça vraiment le fun d'avoir parlé avec toi, puis très inspirant surtout. Fait que je te remercie beaucoup. Puis on va sûrement suivre ton parcours et mettre tes coordonnées si jamais les gens ont besoin de conseils juridiques ou d'informations. Absolument. Je te remercie beaucoup, Jérôme. Ça m'a fait plaisir de te parler. Merci, plaisir partagé. Merci, bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.